Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on s'était pas fait un point et comme j'ai une petite demi-heure de livre aujourd'hui pour finir la semaine, je vais en profiter pour refaire ce petit point parce que je reçois beaucoup de questions en ce moment sur les mêmes sujets. Et c'est vrai que bon, comme on couvre ces trucs-là de manière assez régulière dans les briefs hebdo, je pars toujours du principe que c'est connu et distillé, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pris le temps de tout remettre en forme ici pour faire un point macro global. Toujours basé ici plus sur un axe de gestion de risque de marché, donc on va regarder des graphiques, on va pas juste papoter sur ce qu'on pense de Donald Trump et tout ça, même si on va beaucoup en parler parce que ça ajoute surtout beaucoup d'incertitudes. Mais voilà, globalement on va dire à travers un prisme de lecture principalement graphique, et on va regarder que des graphiques de long terme, beaucoup de choses qui pour ma part sont déjà dites et développées dans les briefs hebdo, mais comme certains d'entre vous ne les regardent pas, je vais quand même faire un point global ici en prenant en compte tout ce qui est dit dans ces briefs hebdo et on va les redire, et si vous voulez donc plus de détails, vous regardez plutôt les briefs hebdo, mais que ce soit quand même mis à la page pour ceux qui ne le font pas. Donc, globalement, où on en était depuis un bon moment sur le marché au global, comme on a dit, avant de faire quoi que ce soit, on regarde toujours la sphère dominante, les États-Unis. Et effectivement, pour l'instant, on regardait le S&P 500 comme, entre guillemets, le représentant des capitalisations mondiales, principalement donc en regardant les US. Bon, ce qu'on avait dit de toute façon, c'est que si on regarde ça, depuis, entre guillemets, la période 2000-2009, enfin 2009-10, on était dans une grosse phase de range dont on est sorti, donc tendance haussière de long terme, etc., la phase de dominance des États-Unis, totale et hégémonique, l'apparition des géants du numérique, etc. Bref, ok. Bon, ça, c'est l'état dans lequel on était dans le monde depuis cette phase de stagnation post-bulle des dot-com. Donc avec une recovery en 2008, des mauvaises allocations de la dette, l'explosion de la bulle aux États-Unis sur les dettes des ménages américains subprime, et tout le délire qui avait été construit autour de ça à Wall Street, et depuis donc la sphère magique du money printing. Et donc de comprendre où on en est en fait dans le grand cycle, d'accord, donc on est dans un cycle où on est à la fin d'un cycle de dette long terme, en même temps à la fin d'un cycle de dette de court terme, et le cycle de productivité américaine est au maximum. Autrement dit, les US sont déjà en train de démarrer le déclin. Et ça se voit ici parce que tout simplement dans ce cycle, donc schéma on va dire de ce qu'appelle Ray Dalio le World Order, on était donc sous un ordre dicté par les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale ou quelques années après, avec donc la mise en place de l'étalon dollar, etc., toutes les choses que vous connaissez. Bon, maintenant le problème c'est qu'effectivement on est dans la phase descendante, c'est-à-dire malgré ce que certains essayent de dire avec tout le flegme et surtout tous les pipotages qu'ils peuvent raconter aux États-Unis, ils sont en train de descendre. C'est la réalité des choses et c'est comme ça et ils ne peuvent rien y faire. Encore une fois, le problème de ce cycle, c'est que quand vous êtes dans la phase descendante, vous subissez les effets négatifs qui sont la conséquence même de ce qui vous a permis de monter. Autrement dit, c'est impossible d'arrêter la baisse parce qu'elle est causée par les mêmes phénomènes que vous avez raidés à la hausse. Autrement dit, c'est toujours plaisant quand ça monte, ça l'est beaucoup moins quand ça tombe, mais ça ne peut pas s'arrêter. Donc vous avez à côté de ça des gens qui se croient plus intelligents que les autres et capables de dire « Mais non, mais nous on est plus malins que ça, on va y arriver ». Bon, encore une fois, arrêtez de pipoter, à un moment donné, quand on a raidé le sommet de la vague, on se mange le creux, c'est normal, c'est déplaisant certes, mais ça paraît assez crétin de s'imaginer qu'on peut changer tout ça. Bon, maintenant encore une fois, c'est possible qu'on se trompe, mais ça m'étonnerait quand même, puisque ces schémas-là, Ray Dalio quand même les a étudiés sur des centaines d'années d'historique, ils se reproduisent de façon assez significative systématiquement. Donc, encore une fois, il faut faire très attention. Voilà, c'est juste de dire, certes, corrélation ne fait pas la cause, ne cause pas nécessairement quelque chose, mais ici il semble quand même à penser que ça s'est quand même produit plusieurs fois et je vois pas pourquoi les États-Unis arriveraient à y échapper. Donc on reste quand même qu'après dans ce truc-là, de bien comprendre qu'on est sur la fin d'un cycle de dette à long terme aux États-Unis, subventionné à grands coups d'impression monétaire, et que ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des révolutions et des guerres avant des restructurations politiques et des restructurations de la dette. Donc on est toujours à cet endroit-là, dopé à l'impression monétaire, en phase d'aborder les premières révolutions et les premières guerres. Et c'est donc exactement ce dans quoi nous sommes. Donc pour faire état de fait quand même, donc de nombreuses personnes
me critiquer l'année dernière pour dire il est complètement teubé ce mec, il nous parle d'un marché topiche alors que ça ne fait que monter en ligne droite, l'IA c'est fantastique, acheter des shitcoins, acheter des memecoins, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, il nous casse les couilles avec ses éthers, ses atomes qui ne font que se péter la gueule et en plus de ça les marchés montent alors qu'ils disent que ça va baisser, il dit de vendre Apple depuis je sais pas combien d'années et bref, encore une fois on va pas remettre les trucs n'importe comment mais juste remettons l'église au centre du village. J'annonçais ce putain de sommet de marché, j'étais pas le seul, mais on était quelques rares fous à oser dire que ce qui circulait de l'autre côté de la sphère, à savoir donc acheter des tech stocks à plus en pouvoir, elles sont antifragiles, elles ne craignent rien, les marchés américains vont partir en parabole grâce à cette magie dopée à l'IA. Bon, évidemment, vous les voyez plus trop discuter, ces gens-là. Là, ils sont plutôt en train de bien se taire, alors qu'on discute de exactement ce dont moi je vais vous parler à ce moment-là, à savoir de stagflation. On parle de choses un petit peu moins sexy, on parle effectivement de ralentissement économique aux États-Unis, enfin, et on a commencé à retracer les premiers supports qui valident, malheureusement, ce fameux sommet que nous cherchions. Là où ça a été problématique, c'est qu'effectivement, en termes de lecture cyclique, ça ne s'est pas nécessairement produit comme on l'avait prévu, parce qu'encore une fois, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse prévoir les marchés, mais qu'on puisse se préparer, ça oui. Et en l'occurrence, moi, j'avais, en suivant les modèles que je vous avais déjà partagés, qui ne sont que des modèles, mais qui viennent de M. Armstrong, qui m'invitait à penser qu'un sommet de marché se construisait autour de 2024.35, c'est-à-dire, ça donnait à peu près vers le mois de mai de l'année dernière, pour entrer dans un cycle consolidant qui nous tire jusqu'à la mi-année 2028, dopé sous le signe de l'autoritarisme. Voilà. Si on zoome sur ce cycle, d'accord, selon la méthodologie, donc c'est depuis le mois de mai 2024 qu'un sommet dans la confiance économique mondiale la confiance économique principalement américaine, mais mondiale, devait se trouver, avec donc une glissade autoritarienne à prévoir jusqu'à mi-2028. Mais encore une fois, ce schéma ne va pas se faire en ligne droite. Sur ces 4 ans, des sous-cycles se construisent. Un premier qui doit se terminer en juin cette année, premier point, on va dire, correctif, qui met vraiment fin à ce schéma jusque-là haussier, que va suivre une sorte de retracement jusqu'en mi-2026, jusqu'au 1er juin, et derrière s'ensuit normalement une replongeade jusqu'à début 2027, avant de rebondir une dernière fois jusqu'au Pi Target, qui est le point crucial qui déclenche normalement la jambe de baisse finale derrière pour terminer le cycle. C'est normalement ici que, selon la méthodologie d'Armstrong, se situent les catalyseurs fondamentaux, c'est-à-dire c'est ici concrètement que ça va vraiment être la merde dans l'économie. Et ce, jusqu'à, donc on l'a dit, août 2028. Voilà, ça fait quand même, donc comme on l'a dit, c'est chiant, mais ça fait 4 ans de consolidation à venir. Et c'est pas parce qu'en soi, on a tiré de mai de l'année dernière jusqu'à au final février de cette année, donc pratiquement 9 mois de rab de rallonge, que, encore une fois, ce cycle vendeur devait se mettre en place depuis mai, avec un creux, en juin de cette année. Et comme on l'avait dit, tout ça, pour ma part, c'était pipeau, et je vous avais dit, attention, on risque de tout effacer. C'est-à-dire, on repousse quelque chose qui me semble être absolument inévitable. Encore une fois, on peut lutter contre les cycles jusqu'à ce qu'on les ramasse dans la gueule de façon encore plus forte, et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, beaucoup m'ont critiqué là-dessus, et pourtant, j'avais raison. Ça s'est produit exactement comme passé. C'est-à-dire, c'est très violent, et on est revenu tester les premiers supports ici. D'un point de vue technique, comme on l'a dit, ce qui va se déclencher par la confirmation de ce sommet, c'est une structure de pullback. C'est-à-dire, ici, on n'est pas dans un renversement de tendance, on est toujours dans une tendance haussière, mais qui a atteint des degrés de maturité avancés. Si on corrobore ces choses-là, on a dit, pour ma part, la fin du cycle correctif est en août 2028 et je pense que le S&P ne fera plus aucun sommet historique à partir de là. Et jusqu'à 2028, c'est une consolidation forcée qui va se mettre en place. Bon, comme on l'a dit, le contexte maintenant macroéconomique, on commence à le comprendre. Moi, ça fait pratiquement plus d'un an que je vous parle de risques énormes de stagflation aux États-Unis sans savoir nécessairement ce qui allait la déclencher. Maintenant, je pense qu'on en a tous les éléments, à savoir, c'est la guerre commerciale de notre ami Donald Trump. Encore une fois, guerre commerciale, d'accord ? Des révolutions et des guerres. Donc, je vais le redire, je pense que les problèmes qui vont peser aux États-Unis et qui se verront sur le S&P 500 au sein de cette consolidation, dont la plus grosse partie sera dans la dernière jambe de baisse qui devrait se constituer entre juin 2027 et août 2028, une baisse fortement catalysée par des facteurs macroéconomiques et fondamentaux extrêmement vicieux qui vont tirer probablement à la baisse très fortement les marchés financiers avec.
Voilà, mon idée c'est ça, c'est de dire par rapport à la conjonction de tous ces modèles que j'utilise et la lecture graphique, c'est donc un pullback qui va se construire avec très probablement deux jambes de baisse dont la première est plutôt proche de la fin qu'autre chose parce qu'on a déjà touché les premiers supports et que le prochain support se trouve près de 1000 points plus bas sur le S&P, ce qui demanderait de reperdre de nouveau 20% par rapport au niveau de prix actuel, déjà consolidé. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est possible de s'envoyer une correction de 35% au sommet sur le S&P? Pour moi, la réponse est oui. Mais clairement, oui, c'est tout à fait possible. Il reste encore 2 mois pour que ça se produise pour ma part. Plus ou moins 2 mois toujours, donc attention, jusqu'au mois d'août, septembre de cette année, si ça dérouille au S&P, on va à 4000. Maintenant, je ne pense pas que ce soit nécessairement plausible. Je pense en revanche que on n'est pas trop loin du bottom. On peut évidemment entacher ce support des 4008 pour aller mécher un peu dessous, mais je doute qu'on puisse réellement rebaisser jusqu'à 4000. Ou alors il faudra vraiment là un catalyseur de plus, c'est-à-dire par exemple une dérive militaire du conflit, pas simplement une guerre commerciale entre les deux superpuissances. On va en reparler après. Normalement, se suit un cycle haussier, d'accord, un cycle correctif. Comme on l'a dit, ce cycle haussier ne fera pas de nouveau sommet historique. Ça ne va pas du tout être l'Eldorado, ça y est, rebond, V-bottom, buy the deep, go to the moon, etc., etc. Non, cette fois, ça va être la merde. Tout le monde aura compris la stagflation, mais encore une fois, c'est quand tout le monde va vendre le support que les rebonds techniques vont se produire. Donc pour ma part, c'est plus le moment d'être baissier, c'est de comprendre encore une fois que la propension d'un gestionnaire de risque, c'est pas d'attendre que les choses se produisent. C'est un gestionnaire de risque, il anticipe le risque. Alors je sais que certains vous diront partout sur les réseaux que c'est nul, il faut pas anticiper les marchés, blablabla. Bon, que dalle. Encore une fois, on va juste arrêter de dire n'importe quoi et remettons l'église au centre du village. On n'obtient pas de gains dans les marchés sans prendre de risques. Prendre un risque, ça revient souvent à anticiper l'avenir, d'accord? Comme personne n'y arrive, on applique des modèles mathématiques et ou des modèles cycliques, etc. pour gérer ce risque de l'incertitude, parce que personne ne connaît l'avenir, mais encore une fois, c'est pas non plus 50-50 dans les marchés. En utilisant ces modèles, on s'en sort pas trop mal. Donc bref, pour ma part, donc sommet de marché, structure technique de pullback pour ceux qui connaissent ma stratégie, premier support atteint, et encore une fois, ce pullback devrait se mettre en place sur une durée globale de 4 ans, et on ne fait que tirer le premier coup de semence. On ne fait que dire, terminez la tendance haussière, arrêtez d'essayer de buy des dips, mais ne vendez pas des supports. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les rebonds techniques de ces cycles haussiers se constituent par des surventes, c'est-à-dire qu'à d'un certain moment, ça n'est plus normal de vendre. Autrement dit, on est en train de pricer le pire du pire, mais ce n'est pas tout de suite que ça va arriver. C'est vraiment des choses négatives. On est dans un cycle de confiance économique en contraction, drivé par des logiques autoritariennes qui font tout à fait le sens de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. On a des dérives autoritariennes extrêmement dangereuses aux États-Unis. Certains remettent en question la démocratie et encore une fois, les effets réels, les faits réels et les actions réelles du président américain laissent clairement à peser énormément sur la réalité démocratique de ce pays aujourd'hui. C'est extrêmement inquiétant et la dérive autoritariste est clairement là. Ce ne sont pas des pipotages de gauchistes qui se plaignent. Non, il y a concrètement des dérives autoritaires clairement visibles aujourd'hui aux États-Unis. C'est inquiétant, oui, mais encore une fois, pour ma part, c'est dans les cycles. C'était prévu, prévisible, et je ne suis pas surpris par les comportements hautement stupides et autoritaristes de Donald Trump. Ça ne fait pour moi que refléter des cycles qui avaient été prévus, encore une fois. C'est pas moi qui les ai créés, ces cycles, hein. C'est M. Armstrong. Maintenant, encore une fois, moi, il peut se planter. Je ne croirai jamais qu'une seule personne. Je dis juste que là, encore une fois, malheureusement, il ne s'est pas trop planté, puisque ça colle parfaitement bien à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, tant que ça marche, j'utilise. Et donc, je reste sous le prisme de lecture de ce cycle autoritarien. Donc, pour ma part, aujourd'hui, attention à ne pas donc prêter trop attention aux dérives autoritariennes de Donald Trump, ça semble être totalement normal. Et pire, ça devrait se poursuivre pendant 4 ans, dont le pire, encore une fois, devrait se construire entre 2027 et 2028. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il fallait vendre ce sommet, on sait qu'il faudra vendre les rebonds, très particulièrement être beaucoup plus vendeur vers la zone juin de l'année prochaine, et que surtout, il faudra être net vendeur très fortement en juin 2027. Voilà pour ma part la gestion de portefeuille que je vais mettre en place, sur la partie américaine principalement. Mais encore une fois, cette confiance économique, elle se construit à tous les niveaux, ça n'est pas simplement quelque chose qui se construit aux États-Unis. Donc dans cette logique, personnellement, c'est de comprendre quelle va être la logique globale d'allocation de portefeuille et qu'est-ce que je vais faire moi personnellement dans cet environnement-là. Comme je vous l'ai dit, dans un environnement consolidant, quand on a du capital, encore une fois, on ne peut pas juste revenir en fiat, sachant qu'aujourd'hui on est dans un cycle dans lequel, encore une fois, on a beaucoup d'inflation et on a effectivement des créations monétaires. Donc on a de la dilution monétaire. Autrement dit, aujourd'hui, revenir en cash dans cet environnement me semble complètement stupide, puisque on est dans un cycle où aux États-Unis, on est dans
dans un cycle inflationniste, puisque l'inflation est amenée à remonter avec les guerres commerciales. Enfin là, tout le monde s'accorde à le dire, donc il faut arrêter au moment de dire des conneries. C'est pas parce que les chiffres de l'inflation baissent aux États-Unis, encore une fois, certains commencent à questionner assez sévèrement la réalité financière, la réalité statistique de cette inflation aux États-Unis, et moi le premier, parce que ça commence sérieusement à devenir carrément défiant de la réalité. Donc je me pose des questions sérieusement sur les statistiques américaines, mais bon, a priori, les économistes s'accordent à dire qu'on devrait revoir normalement des allocations plutôt en signe d'une inflation. D'accord? Dans ce cas-là, l'allocation, entre guillemets, ici, se constitue donc equity, bonds et ARP, enfin dire tout ce qui est actif plutôt défensif et type commodities. Donc, dans cet endroit-là, entre guillemets, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a un schéma d'inflation aux États-Unis, d'accord, donc une direction haussière de l'inflation avec des niveaux d'inflation élevés, maintenant on n'est pas dans une inflation de fou furieux, mais on est dans une inflation qui accélère et qui va effectivement rester élevée avec les tarifs douaniers de Donald Trump, alors que d'un autre côté, on a la Chine qui, elle, est en reflation. C'est un schéma complètement différent, dans lequel les niveaux d'inflation sont effectivement bas, mais en prise de remonter là aussi, avec de l'inflation due au ralentissement économique, l'impression monétaire extrêmement forte. Mais là, la différence, elle est que ce n'est pas du tout le même modèle économique. La reflation en Chine, elle vient suite à un ralentissement économique très avancé qu'on a eu sur la Chine ces dernières années, qu'on voit sur les graphiques d'arbitrage et dont on a parlé maintes et maintes fois, puisqu'on voit ici concrètement l'accélération américaine de dingue et le ralentissement chinois, particulièrement depuis 2016. Donc ça, c'est surtout le ralentissement chinois doublé de, pour ma part, encore une fois, la bulle spéculative américaine dans laquelle beaucoup se sont enfermés avec ce paroxysme de l'IA qui est venu construire le sommet de cette connerie affligeante dont, encore une fois, les conséquences se feront sentir pendant plusieurs années derrière, voire décennies. En tout cas, pour ma part, jusqu'à 2028, la Chine est en reflation, avec énormément de stimulus économiques à venir derrière. Certes, il y aura de l'inflation, mais elle sera clairement stimulée par une reprise de la croissance en Chine. Donc attention, encore une fois, pour ma part, la Chine aujourd'hui est en meilleure posture que les États-Unis. Et ça se voit très simplement par les allocations suggérées dans les portefeuilles. Dans un schéma inflationniste, on est à 15% d'investissement en actions, 30% en bonds et 50% dans le reste, principalement des commodities ici. Donc attention, ça veut surtout dire aux États-Unis, on va avoir un très gros shift de la désinflation vers l'inflation, puisqu'on est aujourd'hui dans ce schéma où on a des niveaux d'inflation élevés, mais elle baissait depuis le Covid. À mon avis, elle va repartir à la hausse très sévèrement et très vite avec le catalyseur de ces conneries de Donald Trump dont on parlera après. Ça veut donc dire, pour ma part, qu'on va passer d'un schéma d'allocation aux États-Unis de 45% en actions, d'accord, après de 15%, donc grosse baisse. D'accord, vraiment faire très très attention à ce système-là. Une forte allocation des bonds, aujourd'hui ça va être décommé mais violemment, et derrière une hausse de l'allocation vers les acteurs défensifs et principalement des commodities. D'accord, bien comprendre que d'un autre côté, d'accord, la Chine, elle, fait le mécanisme inverse. Elle part de la déflation à la reflation. Elle part donc aujourd'hui de niveaux d'investissement en actions relativement bas, qui vont être considérablement augmentés. Ils vont sortir de l'investissement sur les bonds pour revenir principalement sur des actions. D'accord ? Donc il faut comprendre les flux de capitaux qui vont être opérés quand on passe dans ces schémas-là. Bon, encore une fois, ce sont des modèles, hein, ça ne garantit rien, mais ça traduit, entre guillemets, de ce qui va se produire. Qu'est-ce que ça vous dit donc? Ça vous dit que les États-Unis vont avoir des décollectes massives sur les investissements en actions. Pour les gérants, logique, hein, et encore une fois, je vous rappelle, la smart money, elle fait ce genre de truc, elle suit ce genre de modèle, elle pilote ses allocations, et vous avez d'un autre côté la dumb money qui, elle, tombe les deux pieds dans le plat, systématiquement dans toutes les conneries spéculatives qu'on leur agite devant le nez. Globalement, qu'est-ce qu'elle a fait la dumb money? Elle a acheté des tech stocks et de l'IA, elle s'en est foutu plein les portefeuilles, alors qu'encore une fois, la dumb money, enfin la smart money, elle vendait ces mêmes actifs, réduisait les allocations de portefeuille en actions pour venir recollecter sur des secteurs plus défensifs, reprise un petit peu sur les bonds, mais surtout, on l'a vu, sur des actifs tangibles. Donc, encore une fois, c'est con, mais comme je vous dis, soit vous suivez les imbéciles et vous vous dites que on est dans cette fois, c'est différent, les imbéciles ont pris le contrôle du marché. Bon, c'est ce que vous me balanciez encore à la tronche il y a de ça 6 mois. J'ai plus vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup qui me sortent ça aujourd'hui. Donc, à mon avis, c'est que les débiles commencent quand même à comprendre qu'ils ont peut-être pas tout compris. Donc, on fait attention, encore une fois. Je pense légitimement qu'il vaut mieux avoir une stratégie d'investissement smart money, quitte à être mis à mal de temps en temps, plutôt qu'avoir une stratégie de dumb money, qui est systématiquement mise à mal, hors quelques moments très typiques du marché où, effectivement, la dumb money arrive, entre guillemets, à contrôler les prix. Mais bon, ça dure jamais bien longtemps.
Donc on fait attention à ça. Ce qu'on vient de comprendre par rapport à ce mécanisme-là, c'est que donc dans la durée des 4 prochaines années, la confiance globale dans l'économie va baisser, pas que aux États-Unis, mais elle va surtout se manifester par une très forte décollecte et perte de confiance dans les marchés actions. Tout simplement, acheter des actions d'entreprises américaines, c'est pas vraiment très intelligent. Donc en plus de ces décollectes, on va le voir, il y a probablement un arbitrage en défaveur de la croissance, puisque les États-Unis vont très probablement, en plus de se retrouver en inflation, dans un ralentissement économique marqué, alors que la Chine, elle est plutôt en reprise économique, ou en tout cas on va dire en maintien économique. Donc on a une Chine qui se maintient dans une phase de reflation, qui a des capacités de financement énormes et qui va probablement stimuler son économie, donc dévaluer sa monnaie, mais ça fera monter ses actions de toute façon parce qu'il va y avoir recollecte sur les indications d'action. Et très principalement, comme on va le dire ici, ça va défavoriser considérablement l'investissement dans les bons du Trésor en Chine. Il ne faut pas investir dans les bons du Trésor en Chine. Concrètement, ça ne paraîtrait pas très intéressant. Par contre, comme on l'a vu, il y a un léger maintien vers les statuts commodities. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça collecte des actions aux États-Unis, ça décollecte des actions proportionnellement aux États-Unis, et on a en Chine un maintien relatif de la pondération en matières premières et autres biens tangibles, et ici, c'est l'inverse. On augmente aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, on a un transfert de valeur des actions vers les actifs et biens tangibles. D'accord? C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ici, on a un transfert qui se fait entre les actions et les bonds. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que pour ma part, quand on étudie la structure de marché entre les États-Unis et la Chine, vous comprenez pourquoi je vise là. Parce qu'a priori, ça va collecter sur les actions chinoises, ça va décollecter sur les actions américaines. Point. Voilà, c'est juste bête et méchant. Je ne dis pas que je suis anti-américain et pro-chinois, je dis juste que les graphiques de long terme m'invitent à penser que c'est non seulement logique par rapport aux logiques cycliques, mais que ça se voit graphiquement comme une probabilité plus que raisonnable. Voilà. Comme on l'a dit, derrière, on parle de l'arbitrage value growth. Alors, j'ai dû changer les indices ici dû à la pondération de certains qui, effectivement, étaient bourrés d'Apple. Merci à celui qui m'a fait la remarque, d'ailleurs. C'était très juste. On sort ici d'une structure de long terme possible en double bottom, détectée par l'algo. Franchement, pas très sexy, encore une fois, de vous mettre sur des secteurs de croissance. Donc, encore une fois, a priori, ça décollecte aux États-Unis, mais ça risque de décollecter encore plus fort sur les valeurs de croissance. Ces mêmes valeurs qui se sont envolé dans la grosse connerie ambiante de la fin du cycle, à grands coups d'euphorie de jeunes millionnaires YOLO qui se gavaient en achetant des meme coins de merde et autres actions type Tesla, machin, etc. Donc vous voyez qu'aujourd'hui déjà, ils rigolent un petit peu moins. Hein. On dirait qu'ils sont a priori entre complacency et anxiety, c'est-à-dire concrètement, on comprend quand même qu'il y a des trucs qui vont pas ouf. Bon, à mon avis, ce qui les attend dans les prochaines années, c'est ça, c'est-à-dire le déni, la panique, la colère, la dépression, et ça ne se relèvera pas. Vos chères tech stocks, à mon avis, elles sont dans la merde, au moins pour les 4 prochaines années, peut-être même pour toujours, à partir de là. Donc attention aux grosses valeurs américaines. Maintenant, comme on l'a dit, tout ne va pas nécessairement se faire péter la gueule aux États-Unis. Les indices globalement vont baisser, la confiance économique va baisser et il y aura une décollecte globale des actions américaines. Cette décollecte, elle va principalement, on l'a dit, targeter les valeurs de croissance, probablement moins les valeurs refuge, les valeurs dites value. Donc, encore une fois, c'est pas tout va se péter la gueule aux États-Unis et ils vont mourir. Il sert encore une fois de bien comprendre que la fin pour moi des États-Unis, ce sera ici, entre 2032 et 2034. Et entre 2035 et 2037, c'est dans ces phases-là, pour ma part, que réellement les États-Unis sont en risque de s'effondrer, d'un point de vue économique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne vit qu'une dérive autoritaire extrêmement affligeante. Nombreux sont ceux qui vous disent qu'on va tous crever, etc. C'est la mort, c'est l'effondrement des États-Unis. Je pense pas une seule seconde. Non seulement je pense que c'est certes affligeant quand on est effectivement plutôt sur des logiques démocratiques. Moi, pour ma part, encore une fois, je suis plutôt favorable à la démocratie. Donc effectivement, la dérive autoritaire, je la trouve extrêmement stupide et dangereuse. Mais elle était encore une fois prévue et elle fait partie de ces schémas-là. Donc, même si je chie sur Donald Trump en permanence, ça fait partie du game. Pour ma part, c'est pas quelque chose qui va être changé pour l'instant et je m'attends encore à ce que ces dérives de conneries autoritaires américaines, principalement, se poursuivent. Mais pas que aux États-Unis. C'est vraiment une dérive globale mondiale vers l'autoritarisme. Voilà, bref, donc si on comprend ça, on comprend, comme j'ai dit, les principaux arbitrages que je mettais en place déjà depuis plusieurs trimestres, en attendant simplement qu'ils se réalisent dans le monde réel, à savoir, donc pour ma part, on commence aujourd'hui à en voir les principaux catalyseurs. La guerre économique de Donald Trump, c'est une guerre, mais c'est une guerre économique. Au lieu d'utiliser des fusils et des baïonnettes, on s'envoie des bombes stratégiques, on s'envoie des bombes financières. Parmi ces bombes, comme on l'a dit, il y en a une autre qui me paraît évidente de comprendre, c'est que effectivement, le marché obligataire chinois
chinois est vu comme une arme dans cette guerre, puisqu'il va y avoir une très forte décollecte des investisseurs, mais encore une fois, une grande partie de cette dette va être vendue à d'autres pays. Donc la Chine, aujourd'hui, elle n'a pas du mal à se refinancer, mais elle va se refinancer principalement par de la dette d'État étrangère, pas nécessairement de la dette privée. D'accord? Donc ça, c'est essentiel de bien comprendre ça. Le système reflationniste, il vient aussi et surtout, en général, d'investissements infrastructurels à la fois dans le pays et dans le reste du pays. La Chine, aujourd'hui, qui se voit coupée du marché américain, parce que l'américain Donald Trump, même si c'est complètement débile comme logique et que ça va clairement faire très mal à l'économie américaine, a priori, il va aller jusqu'au bout de ses conneries. Donc, il veut fermer principalement le marché chinois, le marché américain aux Chinois. Maintenant, ces Chinois vont probablement, eux, essayer de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, sans aucun mal, puisqu'encore une fois, ils arrivent à fabriquer à peu près tout dans ce monde et beaucoup moins cher que les autres. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, que la Chine va entrer en croissance faramineuse, parce qu'elle est ralentie par le rythme des exportations qui freine complètement aux États-Unis. Et même si la Chine arrivera à trouver de nouveaux partenaires commerciaux pour vendre ses biens, et principalement ses biens, mais aussi ses services, eh bien, vous verrez que ça reste quand même compliqué. Donc, pour ma part, effectivement, le ralentissement économique américain cause aussi un ralentissement du système reflationniste chinois. C'est-à-dire que la Chine ne pourra pas repartir aussi vite qu'elle le voudrait, parce qu'elle a littéralement un des marchés qui lui est complètement fermé aujourd'hui. L'Europe ne va pas acheter tous les biens chinois qui partaient autrefois aux États-Unis. Alors certes, il y a les ouvertures des marchés en Afrique, et c'est un très gros potentiel de croissance pour l'économie chinoise, mais encore une fois, le pouvoir d'achat africain n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat américain. Donc ça reste pour ma part, encore une fois, un vrai schéma de ralentissement. Est-ce que la Chine arrivera à vendre ses biens et ses services? Clairement, oui. La plus belle des choses, et la raison pour laquelle moi en Chine j'investis plutôt aujourd'hui sur les secteurs du service plus que sur l'industrie, c'est pour cette raison-là. Je pense qu'il y aura l'arbitrage inverse en Chine, à savoir un arbitrage en faveur de la croissance, et principalement de la croissance des services, plus que vers la croissance de l'industrie chinoise. Puisque l'industrie chinoise, on vient de le dire, elle est probablement bridée par cette guerre commerciale. Elle sera certes en croissance elle aussi, mais probablement beaucoup moins que les secteurs des services qui, eux, ont beaucoup plus de facilité à passer les frontières. C'est beaucoup plus difficile en fait de mettre des droits de douane sur des services. Voilà. Donc attention, la guerre commerciale ralentit principalement l'industrie en Chine. Je pense que les services, eux, vont s'éclater comme il faut. Raison pour laquelle j'achète principalement aujourd'hui des valeurs technologiques chinoises. Les mêmes valeurs technologiques que je vends en Chine, que je vends aux États-Unis, pardon. Et éventuellement, donc, je fais même ce trade inverse, c'est-à-dire j'achète effectivement l'industrie américaine, celle qui est value, pas les daubes dopées à la dette ou dopées à grands coups de promo débiles d'IA et autres conneries du genre, mais bien, on a dit, l'infrastructure ennuyante, les values américaines qui distribuent des dividendes et qui seront capables d'absorber les surcoûts liés à l'inflation. Et donc, trade inverse, côté Chine, je reste à l'écart des valeurs industrielles chinoises. Voilà. Donc ça, c'est pour la géopolitique globale, on va dire, l'arbitrage entre États-Unis et Chine. Bien comprendre encore une fois que malgré la stupidité affligeante de la communication de Donald Trump, ça ne veut pas dire mort des États-Unis, se désengager, tout vendre, etc. Ça veut dire très attention quand même au dollar. Si vous êtes investi encore aux États-Unis, bien hedger ce dollar, ça me paraît essentiel de le prendre en compte. Là encore, nombreux étaient là à dire ouais, l'euro-dollar, blabli, blablabla. Bon, il n'y en a pas beaucoup encore une fois qui la ramènent quand l'euro-dollar est passé de pratiquement la parité à 1,15 en l'espace de quelques semaines. Et oui, comme je dis, vous pouvez pisser contre le vent, mais au final, ça vous revient dessus tôt ou tard. On doit parler maintenant des commodities. Comme on l'a dit, a priori, il va y avoir un shift côté américain vers les commodities. C'est-à-dire les investisseurs américains devraient décollecter des actions pour venir collecter un peu plus des commodities. Pose donc pour ma part le problème du WTI qui s'est offert une magnifique cassure sous fond de ralentissement économique et de surproduction de l'OPEP. Je pense encore une fois que c'est un énorme pipotage et j'ai aujourd'hui tous les éléments graphiques. Alors il reste encore un jour et 7 heures pour finir ça, mais à la fin de la semaine, je pense qu'on aura un signal de l'algo tout à fait intéressant sur une target de break dans une tendance de fond haussière égale pour ma part. Je n'ai pas pris les stops sur le pétrole ou des petits stops. Je n'hésite pas à reprendre si le trade repart dans le bon sens. Voilà, j'ai pas de signaux momentum ici pour l'instant, mais donc attention, ça peut retargeter un petit peu. Je n'ai pas dit que ça allait repartir tout de suite, mais si ça clôture comme ça, moi avec une target de break et des triangles de confirmation, je vais bourrer comme il faut. Voilà, tout simplement dire désolé, pas d'invalidation. Vous
vous avez voulu jouer, vous avez voulu m'emmerder, et ben ça repart aussi sec dans l'autre sens. J'ai vraiment l'impression, encore une fois ici, que ça pue le trait d'euro-dollar, à savoir je baisse pour mieux repartir comme une brute dans l'autre sens, et puis évidemment, comme les fondamentaux soutiennent dans l'autre sens, aujourd'hui, beaucoup comprennent qu'effectivement la direction moyen-long terme de l'euro-dollar reste quand même tirée vers la hausse. Maintenant, encore une fois, à 1,14, c'est pas maintenant qu'il faut acheter l'euro-dollar. Je rappelle toujours, c'est vraiment essentiel. Quand tout le monde va vous dire « Ah merde, en fait, l'inflation aux États-Unis avec un pétrole à 84 $, c'est pas là qu'il faudra être acheteur de pétrole. » Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, je vous rappelle tous qu'ici, on n'est pas en train de faire du forecast du futur. On est en train de se mettre dans la posture d'un investisseur, c'est-à-dire je dois prendre du risque pour savoir comment allouer mon capital pour qu'il délivre des rendements. Et on parle encore une fois ici pas de rendement stupide en mode pump and dump et autres Ponzi de merde de la crypto, mais bien essayer de savoir comment les flux de capitaux vont se diriger probablement en prenant des risques. Comment on gère ces risques avec des structures techniques de long terme et des schémas. Voilà, c'est hyper important de bien comprendre ça. Comment on évite d'aller dans les problèmes, ou comment on gère la sortie de ces différents problèmes, les structures potentielles de flux de capitaux, comment, pourquoi. Encore une fois, j'essaie de vous expliquer tout ça de manière la plus intelligible possible. Mais encore une fois, je ne connais pas plus l'avenir que quiconque. Je prends des risques en essayant de prévoir ces choses-là par contre. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'était clair. On fait un petit tour maintenant sur le gold. Donc encore une fois, ça pour ma part, c'est la principale contrepartie actuelle. Je vous rappelle, le gold n'est pas une commodity. Le gold est principalement aujourd'hui utilisé comme un hedge monétaire, c'est-à-dire alors qu'on a eu la décollecte des actions et la baisse du dollar, les gens achètent de l'or. Maintenant, pour ma part, l'or fait toujours son sommet juste avant l'entrée en récession. Donc je pense, à mon avis, que l'or, il a fini. On n'en est pas loin. On a dépassé pour moi tous les objectifs. Donc évidemment, c'est impossible de trouver le sommet. Ça peut encore bourrer à 3005, je m'en fous. Juste pour dire, à mon avis, l'or, c'est fini. Voilà, on est au bout. Donc si vous vous dites, ouais, super, elle a parlé de commodities, du coup, l'or va monter encore plus haut. Eh ben non. Non, l'or, c'était actif refuge. Il était vu ici comme un hedge principalement contre la décollecte des actions américaines et la baisse du dollar. Baisse du dollar qui, pour l'instant, se traduit par un stockage de valeur qui se finit principalement aujourd'hui dans l'or. Ce stockage de valeur, pour ma part, aujourd'hui, va probablement être arbitré de l'or vers des commodities. Donc je pense qu'aujourd'hui, le statut actuel du flux monétaire, c'est qu'il est stocké principalement dans l'or à cause de la décollecte des actions aux États-Unis. Maintenant que l'or est extrêmement cher, c'est pas maintenant, encore une fois, qu'il faut se mettre là, mais quand vous vendez vos actions aux États-Unis, vous obtenez des dollars. Des dollars qui allaient très probablement se dévaluer massivement. Et c'est ce qui s'est produit. Encore une fois, maintenant que le dollar est correctement dévalué, enfin on va dire, il est sur les premières résistances techniques, on va dire, donc là des premiers supports sur le DXY, c'est pas maintenant, encore une fois, qu'il faut vous débarrasser de vos dollars. C'était de comprendre que quand on était là-haut, c'était complètement con de me sortir, ouais, mais achetons des actions américaines et surtout de la tech. Non, le dollar, c'était pourri à mon avis, et les actions technologiques, c'était de la merde aussi. Et aujourd'hui, ça se révèle comme tel. Donc vraiment faire attention. On est aujourd'hui sur des premiers supports, c'est pas maintenant qu'il faut vous mettre à dire le dollar c'est tout pourri. Je pense en revanche qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux vendre l'or. Voilà. Je dis ça comme ça. Voilà. J'ai plutôt l'impression que l'or est en train de faire des sommets, alors même que les analystes aujourd'hui nous donnent des targets à 4005. Encore une fois, toujours les mêmes pignoufs qui parlaient de l'euro-dollar 1, la parité, etc. Et qui se plantent, mais systématiquement. Donc encore une fois, attention. Pour ma part, aujourd'hui, l'once d'or, elle est en grand risque. L'autre chose qui m'invite à penser qu'on va avoir le système réinflationniste, enfin le système inflationniste aux États-Unis, c'est le ratio silver-gold, qui lui aussi a tenté de casser le support, comme le ratio WTI-gold. Et concrètement, ici, ça pose problème. Je vous rappelle, on est dans des zones de prix qui sont au-delà du 99e percentile. Ça veut dire que le ratio entre l'or et le silver n'a jamais été aussi bas, hormis ponctuellement pendant plus d'un mois, en mars 91 et pendant le Covid. Voilà. Donc juste pour vous mettre à la page, je pense évidemment que si vous vous dites « Ah ouais, mais du coup, l'or a fait son sommet, le silver va se péter la gueule puisqu'il sous-performe l'or depuis pratiquement toujours », bah non. Je veux dire, en fait, le ratio entre l'or et l'argent sont un range plus ou moins stable depuis pratiquement 45 ans. Pour vous dire, encore une fois, bah, moi j'ai du mal avec les gens qui continuent d'imaginer qu'il y a des tendances alors qu'on est objectivement dans des ranges qui ont duré pratiquement la moitié d'un centenaire. Donc oui, je suis plutôt en mode range, et quand on est sur des 99e percentiles de ce range sur des canaux de tendance, eh ben, je pense encore une fois que le silver va très largement surperformer l'or. Pourquoi? Eh bien parce que le silver, c'est justement une commodité. Il a une utilité industrielle bien plus large que l'or. L'or, il est surtout aujourd'hui acheté pour son aspect valeur-refuge. Donc je pense encore une fois qu'il y a de très beaux arbitrages aujourd'hui à faire entre l'or et l'argent. Ça veut dire ne pas nécessairement vendre l'or en tant que tel, parce qu'on a dit que ça reviendrait à trouver un sommet, c'est quand même assez compliqué, mais par contre, shorter de l'or pour acheter du silver, ça me paraît être un très très bon trade.
Voilà, encore une fois, tout comme le pétrole m'a cassé les bonbons, a cassé le support pour au final revenir casser les résistances derrière à tous les coups. Enfin pardon, l'euro-dollar l'a fait, mais je parie que le pétrole va faire pareil et que le ratio silver-gold aussi. Donc pour ma part, je pense que le silver a encore pas mal de cartes à jouer, mais plutôt, comme je vous dis, sur son aspect valeur industrielle et commodité, parce qu'il y a de l'argent à peu près partout, hein, encore une fois, bien plus que vous ne le pensez, et bien plus que de l'or, hein, justement. Donc attention encore une fois à tout ça. C'est plus aujourd'hui l'aspect commodité du silver qui m'intéresse par rapport à la valeur relative qu'il a, par rapport à l'arbitrage de l'or qui lui était principalement acheté pour son aspect valeur refuge, métal précieux. Voilà, bon, pour la partie crypto, je vais très rapidement rentrer dedans, hein, d'accord, mais comme on l'a dit, principalement pour ma part, drivé par un processus d'inflation aux États-Unis, donc de redémarrage de l'inflation, assez probablement drivé par un renversement du pétrole et une rotation vers des métaux. Pourquoi les métaux? Eh bien, tout simplement parce que, comme cette guerre commerciale elle a commencé à avancer un petit peu vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, ce que je trouve assez bien, c'est que, mis à part révéler l'intelligence stratégiquement fantastique de Donald Trump, non je déconne, évidemment c'est sarcastique, ce mec est vraiment un pignouf, c'est incroyablement con, et son administration ne l'est pas beaucoup plus que lui, mais sincèrement, bon, mis à part le fait déplorable de l'intelligence plus que limitée de ces bonhommes, on va juste en tout cas se dire une chose, cette guerre commerciale elle a permis de révéler quelles étaient les faiblesses des deux blocs, autant côté états-unien que côté américain. Que côté Chine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les États-Unis essaient de freiner la Chine là où elle est la plus vulnérable. Et la Chine s'attaque aux États-Unis là où ils sont le plus vulnérables. Et qu'est-ce qui se passe? On voit par exemple la Chine qui permet de subventionner sa propre dette, puisqu'on l'a dit, sa dette a de moins en moins de chances aujourd'hui d'être relevée par le privé, qui certes reste investi en bons du trésor, mais beaucoup moins qu'il ne l'était dans la phase précédente. Donc la Chine qui va devoir financer encore une fois ses déficits avec de la dette, elle va probablement le faire en vendant la dette des États-Unis, qui est un des principaux points de faiblesse des États-Unis, qui eux ont une structure de la dette qui est complètement pourrave, puisqu'ils sont aujourd'hui surendettés, et avec un ralentissement économique dans lequel il faudrait théoriquement stimuler. Et ils n'y arriveront pas, puisque la Chine en face vend la dette américaine. Donc c'est l'étau, c'est-à-dire la Chine bloque le redémarrage des États-Unis, l'empêche littéralement et l'oblige à entrer en récession, alors même qu'en plus de ça, le redémarrage des métaux et probablement du pétrole va forcer l'économie américaine à redémarrer l'inflation. Inflation et ralentissement économique, stagflation pour ma part aux États-Unis. Alors que sur la Chine, on reste sur un processus de reflation après un ralentissement économique qui a duré pratiquement 10 ans en Chine et qui a commencé à repartir ces derniers trimestres, mais qui sera considérablement ralenti par les secteurs industriels chinois, mais qui sera probablement boosté par les secteurs des services. Voilà un peu le schéma. Donc attention à ces rotations sur les commodities, attention clairement à l'arbitrage de ce qui est fait là aussi au-delà du 99e percentile dans un range qui dépasse l'entendement ici, puisqu'on n'est même pas sur un range depuis 80 ans, enfin depuis 1980, ici c'est depuis 1950, d'accord? Donc encore une fois, si vous pensez que ces ranges-là s'inversent et que c'est le nouveau paradigme, this time is different until it's not, so on fait attention. D'accord? Très très attention par rapport à ça. Les ratios silver-gold témoignent du fait qu'on va aussi avoir un retour sur des hard commodities et principalement des métaux. Et ça tombe bien, que fait la Chine? Elle attaque les États-Unis sur les métaux. Elle vient d'ailleurs de lui imposer aujourd'hui des restrictions sur l'export de certains métaux rares critiques, principalement d'ailleurs dans la fabrication des outils technologiques. Encore une fois, pour moi, ça, c'est le signe que la tech US, elle est dans la merde et que la Chine continuera d'appuyer là où ça fait mal, parce que c'est une des faiblesses américaines. Les faiblesses américaines sont donc la structuration de sa dette, pour les raisons qu'on a évoquées, encore une fois. Sa dette, aujourd'hui, elle va nécessiter une restructuration et elle ne peut pas juste faire un défaut, sinon, encore une fois, ça revient à dire, si je choisis les perdants, par exemple, je ne repaye plus la dette chinoise, parce que c'est un ennemi politique des États-Unis, tous les autres pays vont se mettre à faire pareil, à tout dumper directement en se disant, bon, moi, je suis suivant. Donc encore une fois, attention à ça. C'est d'ailleurs pour ça que la Chine vend de façon prématurée pour ma part. Cette vente de dette américaine pose un énorme souci qui devrait à terme, à mon avis, mener à la restructuration de cette dette. Si vous avez compris ce que je veux dire, à mon avis, la restructuration de la dette américaine, elle va commencer à intervenir entre 2027 et 2049, mais ça ne sera que le premier. D'accord? La première phase d'emmerde, probablement couplée avec des révolutions en plus aux États-Unis. Je pense encore une fois que la restructuration de la dette ne se fera pas de manière paisible au niveau du peuple américain. Je pense que ça va être la méga merde, et je vous l'ai dit et je le redirai encore une fois, je pense que ce ne fera pas bon de vivre aux États-Unis entre 2027 et 2028. Voilà.
Mais encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, d'accord? Ce sera un bottom de cycle avant que tout le monde reparte pour fabriquer un pic dans l'Ouest. C'est-à-dire, je pense encore une fois que les États-Unis, après 4 ans de Trumpisme bien débile, arriveront à s'en sortir. Ok, et à retrouver confiance dans le fonctionnement économique pour un joli cycle de croissance qui devrait tirer derrière de 2028 jusqu'à 2033. D'accord? Donc derrière, quand même, 2 belles années à revivre. Donc c'est pas la fin du monde. Ok? J'espère que vous comprenez ça. C'est juste une période de 4 ans dans laquelle une bonne partie des flux de capitaux va transférer des actions américaines vers des actions chinoises. D'accord? Encore une fois, on vous disait de faire l'inverse. On vous disait la Chine c'est tout pourri, les États-Unis c'est fantastique. Achetez la tech américaine, vendez les vilains géants chinois. Eh ben non, faites l'inverse. Encore une fois, les graphiques et les cycles suggèrent clairement de faire l'inverse. Avec un risque, encore une fois. Je ne dis pas que je connais l'avenir. Je dis juste que pour moi, tout pointe dans cette direction-là. Donc je plique, bêtement et méchamment. Le marché est un petit peu emmerdant, puisque comme vous l'avez vu, il va d'abord à l'envers pour faire chier le monde, mais au final, après, il va quand même dans le bon sens. Donc là encore, attention, le marché est un territoire de jeu de guerre. Aujourd'hui, la guerre, elle est économique. Et au lieu de se produire avec des bombes sur un champ de bataille et des invasions militaires, ça se produit par des invasions et des bombes économiques. Donc attention encore une fois, les marchés aujourd'hui sont piégeux. Ce n'est pas le moment d'avoir des certitudes, c'est plus le moment d'avoir des décisions rationnelles stratégiques, mais surtout d'avoir beaucoup de flexibilité. Parce que si vous arrivez à vous trouver au mauvais moment où une bombe finit par tomber et que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, il ne faudra pas vous plaindre d'avoir les oreilles qui saignent. Alors évidemment, je ne parle pas de ceux qui vont être carrément sur le point d'impact, eux, ils vont être morts. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez vous mettre à l'endroit où je pense que les plus grosses bombes vont tomber, à savoir acheter de la dette américaine, acheter de la dette chinoise et évidemment acheter de la tech US, si vous vous foutez sur ces merdes, il ne faudra pas vous plaindre si vous prenez des bombes dans la gueule. Je pars très vite succinctement sur la crypto pour terminer. Si vous vous mettez sur les shitcoins de merde illiquide type Ripple et autres conneries du genre, allez-y, encore une fois, il faudra une bombe et vous sautez tous. D'accord? Et encore une fois, le ciel peut être magnifiquement bleu et les rayons de soleil absolument géniaux. Si vous prenez une bombe, vous n'aurez pas le temps de vous barrer. D'accord? Là, encore une fois, pour ma part, tous ceux qui ont investi dans des grosses merdes qui servent à rien, qui sont complètement centralisés dans un monde où on va avoir des dérives autoritaires, vous ne comprenez pas à quoi servent les cryptos. Je le rappelle vraiment encore une fois, d'accord? Pendant 4 ans, on va avoir une dérive autoritaire. Et le contre-pouvoir de cette dérive autoritaire, c'est justement les réseaux décentralisés à l'échelle internationale qui servent justement de réseau de support pour qu'on puisse repartir derrière. À savoir, par réseau de support, j'entends quoi? Bon, ben, on a de la propagande, on a des mensonges outrageux aujourd'hui. Je pense encore une fois qu'un réseau inaltérable de la vérité type Ethereum, c'est quand même pas déconnant. Donc encore une fois, quand je vois tout le monde chier sur Ether pour dire « Oh, c'est génial Bitcoin, parce que c'est un actif refuge », bon, ben, j'ai bien compris qu'a priori, le ratio Silver-Gold va se renverser, donc que cet aspect refuge, il est plutôt au sommet qu'autre chose. Donc j'ai plutôt tendance à dire, à mon avis, Bitcoin, le meilleur est déjà dedans. Par contre, tout le monde me chie sur Ethereum. Bon, encore une fois, j'ai envie de dire, le ratio Ether-Bitcoin, il me fait timidement penser au ratio WTI Gold, qui pourrait être un massif bottom au-delà du 99e percentile. Et quand on vient jouer avec le 99e percentile, ça repart en V. Hein. Voilà. Donc, tranquillou les coquins, je pense qu'à mon avis, il vaut mieux être investi Ether que Bitcoin. C'est mon avis. C'est complètement contrarien avec tout ce qui se passe en ce moment, puisque la plupart des analystes de ce monde vous garantissent que c'est débile et qu'il faut faire l'inverse. La tendance, c'est Bitcoin, Ether, c'est tout pourri, blablabla. Non, moi je pense qu'Ether, c'est non seulement essentiel dans les prochaines années pour garantir un réseau d'échange neutre qui ne tient pas compte des propagandes et des attaques. Encore une fois, on est sur un champ de bataille aujourd'hui. Wall Street est clairement manipulé par les market makers américains, c'est mon métier et je le vois tous les jours. Ils font tout pour orienter la bourse dans un sens et comme ils pissent contre le vent, ça va leur retomber sur la gueule. Donc encore une fois, attention. Je pense que ce terrain de jeu neutre que propose Ethereum, c'est non seulement très utile, mais je pense que c'est considérablement sous-estimé et sous-valorisé à l'heure actuelle. Donc oui, je pense que l'arbitrage Ether-Bitcoin est tout aussi important à surveiller dans les prochains mois et années comme celui du WTI XAUSD. Je pense qu'on est à un moment de concentration historique dans Bitcoin, tout comme on a historiquement concentré la valeur dans l'argent, dans l'or, alors même qu'aujourd'hui, à mon sens, il est très intéressant de prendre ses profits sur ces beaux trades et de se barrer sur des trades bien moins risqués aujourd'hui.
Voilà, voilà. Restez à l'écart des trous noirs. Hein. Pour moi, acheter de la technologie crypto centralisée, merdique, c'est déjà, à mon avis, pas très intelligent. Hein. Solana s'est bien pété la gueule et je pense que c'est pas fini et qu'elle rebondira pas du tout. C'est comme une tech américaine, hein, pour moi, Solana. Donc je pense qu'elle s'est bien fait dégommer, mais qu'elle n'est pas prête de retourner en ATH, si vous voulez mon avis. Mais alors, je parle pas des arnaques, d'accord? Encore une fois, pour moi, si vous avez acheté de la merde comme Solana, comme Ripple, pour moi, c'est comme si vous avez acheté une bulle IA aux États-Unis. Toutes les startups IA aux États-Unis, là, elles ont perdu 80% en quelques trimestres, en quelques mois, et c'est pas fini. Elles vont en perdre encore. Hein. C'est un crash littéral sur ces valeurs-là. Voilà. Donc moi, je vous dis, si vous achetez des narratifs de merde qui sont backés par rien du tout, c'est que du vent, bah, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas réseau réellement décentralisé, qui sert une utilité de lutte contre les poussées autoritaristes, à savoir, donc comme on l'a dit, le Bitcoin, c'était un très bon refuge pendant la dévalorisation initiale du dollar. Et encore, on l'a vu, l'or a joué un rôle bien plus efficace qu'au final ne l'a été Bitcoin. Donc ça met quand même un petit frein à tous ceux qui disent Bitcoin, Bitcoin forever. Moi, je suis clairement en faveur du Bitcoin comme devise de réserve mondiale. Mais encore une fois, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. Pour ma part, on parlera d'un Bitcoin devise de réserve mondiale quand on sera en 2035-40. D'accord, quand clairement on aura eu l'effondrement du système américain ou le basculement vers la Chine, je pense qu'à ce moment-là, on pourra parler éventuellement d'un Bitcoin devise de réserve mondiale. Mais encore une fois, punaise, on est en 2025. Donc on se détend les amis, il y a peut-être 10 ans encore avant que ça arrive. Donc voilà. D'un autre côté, comme je dis, on a besoin de fonctionnalités de décentralisation et de maintien de la vérité, un réseau immuable, un truc qui ne s'arrête pas tous les 4 matins comme Solana, ou un truc dans lequel tu essaies de passer les transactions, ça marche pas, ou pire, hein, comme je vous dis, une merde centralisée comme Ripple. Donc vraiment, on ne touche pas à ces réseaux-là, ça sert à rien, ils n'ont pas d'utilité. Par contre, un réseau comme Ethereum, il me semble qu'il y en a. Des réseaux décentralisés de coordination locale par consensus. Bon, là, je vais un peu loin, mais je te l'ai dit, c'est toute ma thèse Cosmos que je vous ai déjà présentée dans des papiers que je vous ai donnés, hein, que vous retrouvez éventuellement sur le forum du Cosmos Hub. Donc, il y a 2 papiers, hein, un papier sur l'utilisation B2B, donc les chaînes privées, et vous avez aussi donc un papier sur l'utilisation, donc vous avez le B2B2C, normalement. Hop, ça doit se trouver là, voilà, donc Permissionless B2B2C Network, je vous explique en quoi je pense que les écosystèmes de consensus souverain de type Cosmos, enfin interopérables de type Cosmos sont clairement pour ma part la fondation essentielle pour créer les bases d'un Web3 réellement décentralisé et scalable, etc., etc. Voilà. Je vous ai donné aussi un autre papier de lecture sur les chaînes privées et hybrides. Donc c'est hop, voilà, Cosmos, World of Private Chain. Donc ça aussi pareil, un autre rapport qui explique pourquoi je pense qu'une grande partie du stack technologique Cosmos va être utilisée par des chaînes privées ou hybrides, à savoir donc, vous ne verrez pas du tout cette adoption, elle va se construire principalement derrière des murs auxquels vous n'aurez que partiellement, voire pas du tout accès. Donc vraiment faire attention encore une fois à la compréhension de ces écosystèmes. Ethereum, ça reste pour ma part relativement facile à comprendre. Cosmos, il y a très peu de gens aujourd'hui qui comprennent concrètement comment fonctionne et à quoi sert réellement cette infrastructure. Mais si vous voulez vous renseigner, vous avez ces choses-là. Et je vous sors prochainement un bouquin aussi qui expliquera le lien entre ces 2 écosystèmes, entre l'écosystème Cosmos et l'écosystème Ethereum, dans un réseau d'interopérabilité et de valeur très important et très intéressant pour ma part, au vu de ce qui nous attend pendant les prochaines années. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, ça fait déjà une émission un peu longue, assez dense, donc je vais m'arrêter là. Pour résumer l'essentiel, donc attention aux flux de capitaux qui viennent de s'initier ces derniers mois. Certes, on a eu 9 mois de retard, ou plutôt j'ai eu 9 mois d'avance, mais bon, ça dépend comment vous voulez placer ça. Moi, je m'en fous personnellement. Ça fait partie de la gestion du risque. C'est-à-dire, je sais que c'est vers ces schémas-là que ça va se produire. J'avais construit un scénario que je vous avais évidemment partagé en avance. Vous avez toutes les vidéos hebdomadaires pour prouver que tout ce que je dis là a été prévu. Je ne viens pas de l'inventer aujourd'hui et je n'ai pas attendu que les marchés se cassent la gueule pour dire ces choses-là. Donc vraiment juste de dire, pour ma part, le plan est maintenant actif, visible par des clôtures mensuelles, avérées. Le plan est donc validé
et je le déroule maintenant en lieu et place. À savoir, les premiers supports ont été touchés, donc c'est pas le moment de vous mettre à vendre sur ces derniers. Les rebonds techniques initiés ces dernières semaines sont pour ma part rien de plus que des rebonds techniques. Je pense toujours qu'il faut vendre à tout bout de champ la tech US et collecter sur repli la tech chinoise. Mais encore une fois, on achète sur support, on vend les résistances. Ça veut dire que tous les replis haussiers sur les Apple, Amazon, machin, je dégomme, et que tous les replis sur support des Alibaba, Tencent, JD, enfin tous ces trucs, Pinduoduo et Xiaomi, je bourre sur tous les supports. Voilà. Ok, je reste à l'écart, donc comme je vous dis, des secteurs industriels chinois, mais j'achète des secteurs industriels value aux États-Unis, que je hedge bien évidemment sur les ratios euro-dollar, parce qu'évidemment, attention à la dévalorisation du dollar, mais c'est pas à 1,14 qu'il fallait le faire. Mais évidemment, si l'euro-dollar revient à 1,08, je recharge sans la moindre hésitation. Sur les cryptos, eh ben, j'ai plus de Bitcoin, plus du tout. Je n'ai plus aujourd'hui que de l'Ether, puisque je viens de swapper les derniers Bitcoins qui me restaient en Ether, tout simplement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le ratio Ether-Bitcoin est sur des niveaux extrêmement stupidement bas, et que, évidemment, bah, c'est tout comme je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter du pétrole que de l'or, voire même vendre le pétrole, enfin vendre l'or pour acheter du pétrole, ça me paraît être un arbitrage très intéressant. Pareil aussi, vendre l'or pour acheter du silver, ça me paraît pas complètement débile. Attention évidemment à maintenir des niveaux de marge élevés, puisque comme on l'a dit, le marché est très con, très chiant et fortement politisé, pour ne pas dire carrément utilisé comme une arme aujourd'hui. Donc être très souple sur les niveaux d'invalidation, parce que le marché va vous casser les bonbons. Voilà. Pour ma part, j'en ai déjà la preuve, puisque je vous dis, il a déjà mis 9 mois à m'emmerder, à vouloir construire ce sommet en grattant, jusqu'à au final me donner raison de façon très violente. Il a fait la même chose sur l'euro-dollar. Je pense qu'il fait la même chose actuellement sur le prix du pétrole et sur le prix de l'once d'or. Chercher un maximum de la connerie avant de repartir 180 degrés dans le bon sens avec les fondamentaux qui vont avec. Voilà mon avis. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse. Donc les cryptos, on reste à l'écart de toutes les daubasses qui ont joué la hype et etc. Mais un vrai cycle d'adoption pour ma part, en logique contrarienne face à l'autoritarisation, non, à la montée de l'autoritarisme, on va dire, de ce cycle, avec pour ma part un besoin de plus en plus croissant, avec une migration des capitaux de plus en plus forte vers ces systèmes décentralisés au fur et à mesure que les États-Unis vont sombrer dans la connerie idéologique de Donald Trump, alors même qu'encore une fois, la Chine n'est clairement pas la blanche colombe dans cette histoire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. J'espère que cette émission fera du bien à tous ceux qui ne suivent pas en hebdo. Au moins, tout le monde maintenant est à la page de tout ce que je fais, avec toutes les explications nécessaires. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous explique tout ça parce qu'encore une fois, je prends tout le temps d'expliquer les raisonnements et les mécaniques derrière pour que vous puissiez vous en inspirer plus qu'autre chose. Rappel avant de clôturer, on ne prend jamais rien d'une seule et même personne. Quoi que vous fassiez, ça ne peut jamais être dépendant de ce qu'une autre personne a produit. Donc l'essentiel ici, ce n'est pas de me copier, ce n'est pas de dire « Oh, ce mec est génial, il a tout compris ». C'est de dire « Il y a des éléments intéressants, choisissez-en certains, ayez d'autres sources d'informations, essayez de croiser ces informations, construisez-vous une conviction personnelle et appliquez celle-là, pas simplement une copie de ce que je viens de dire ». Allez, c'est tout bon, bonne journée à tous.